Salut les Bugs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du huitième de finale entre le Maroc et l'Espagne. Ce match qui fait débat depuis la fin de la phase de groupe par rapport à un mode calculateur du côté espagnol, un mode de trucage comme on pourrait dire. En tous les cas, c'est pas le moment de débattre sur ce sujet-là. Le sujet, c'est le match Maroc-Espagne en lui-même, pas tout ce qui est à côté, pas tout ce qui est autour du match. Alors rentrons dans le vif du sujet et découvrons tout de suite le programme que je vous ai concocté. En premier, nous verrons les compositions des deux équipes. En deuxième, nous verrons un petit bilan historique. Et puis, enfin, en troisième, l'analyse par ordre chronologique. Avant de finir par les tops et les flops, avant tout ça, il y aura le tableau final actualisé avec l'entièreté des affiches des cartes finales. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Les amis, découvrons les compositions des deux équipes. On commence par celle de l'équipe qui reçoit entre guillemets Yacine Bounou dans les cages, le meilleur gardien de la Liga espagnole la saison dernière, quand je vous disais que c'est un match à l'odeur de derby de pays entre guillemets. Voilà aussi pourquoi beaucoup de joueurs marocains évoluent dans le championnat espagnol ou ont évolué en Espagne ou alors sont binationaux. En défense, on retrouve Ashrafa Hakimi et Mazraoui sur les côtés. La défense avec Romain Saïs et Aguerd. Au milieu de terrain, on retrouve Sofiane Amrabat et juste au-dessus de lui, Wani Hamala. Et puis sur les côtés, Sofiane Bouffal, Hakim Ziyech et Nesri en attaque. Si je prononce mal les noms, dites-le moi, ça vaut pour les deux équipes. Et le cas échéant, dites-le moi la bonne prononciation dans les commentaires. Côté espagnol, Unai Simon dans les cages. On retrouve Marcos Llorente et Jordi Alba pour les latéraux. Rodri et Aymeric Laporte en défense centrale. Rodri, le milieu défensif qui évolue en défense dans cette Coupe du Monde. Busquets en poste de numéro 6, le capitaine de cette équipe de la Roja. Milieu de terrain relayeur, et c'est même plus des 10 que des 8, Gavi Pedri. Et l'attaque sans réel attaquant de métier, encore une fois, Marco Asensio, Ferran Torres et Dani Olmo. Les amis, si on fait un petit bilan historique, il faut savoir qu'avant cette rencontre, il y avait eu trois affrontements entre Espagnols et Maroc, entre ces deux pays qui sont séparés seulement par le détroit de Gibraltar. On peut considérer ça comme un derby. Surtout que beaucoup de Marocains sont hispanophobes et inversement, beaucoup d'Espagnols parlent la langue arabe. Donc, il faut savoir, la dernière fois, c'était en 2018 en phase de groupe de la Coupe du Monde. Et autrement, il faut remonter assez longtemps, en 61, en barrage pour la Coupe du Monde. Avant, il y avait des barrages africano-européens. Une double confrontation, 12 novembre 61 et 23 novembre 61, une victoire 1-0 de l'Espagne. Et au match aller, au Maroc, il y a une victoire 3 buts à 2 au match retour à Bernabéu pour les Espagnols. Les amis, découvrons l'analyse que je vous ai préparée. C'est par ordre chronologique, ça fait office de résumé. Alors on ne perd pas de temps, on y va. Donc alors, sur le papier, d'abord on va contextualiser. Sur le papier, on pouvait s'attendre à un 4-3-3 côté marocain. On aura plus un 4-1, 4-1 avec un réel 6, 2 numéro 8 un tout petit peu plus haut et des ailiers plutôt des milieux de côté, donc un tout petit peu plus bas pour être en bloc vraiment assez compact. D'ailleurs, même sur les phases défensives, on peut même être à 3 défenseurs centraux avec Sofiane Amrabat qui va se positionner juste devant la défense ou voire entre les deux défenseurs qui va faire l'ascenseur entre ces deux postes-là. Donc c'est même peut-être un 5-2-3 ou 5-4-1. Voilà. Bon, avec tout ça, comme on pouvait s'y attendre, les Marocains vont laisser le contrôle du jeu aux Espagnols et vont évoluer en attaque assez rapide. Cependant, ils ne vont pas se mettre, en tout cas sur la première période, vraiment très très bas sur le terrain. Ils vont rester en bloc médian parce que si on se met trop bas face à des équipes comme l'Espagne qui joue un peu à la barcelonaise avec leur entraîneur Luis Enrique,
en tous les cas qui a été démis de ses fonctions depuis, mais leur entraîneur sur ce match-là, leur sélectionneur, et c'est se tirer une balle dans le pied parce qu'on ne tiendra pas à 90 minutes en bloc bas. Ils vont trouver des mini-espaces et vont nous punir. Donc, vaut mieux essayer d'être un bloc médian. Et si on est trop haut, cette équipe-là arrive très très bien à ressortir les ballons et vont pouvoir nous contrer et nous punir aussi. Avec tout ça, attaque rapide côté marocain et ils vont d'ailleurs mettre énormément en difficulté les Espagnols. Ils vont être assez dangereux, surtout avec les deux ailiers très percutants, les deux artificiers que sont Sofiane Bouffal et Hakim Ziyech. Si on repasse du côté espagnol dans l'analyse du jeu espagnol, il y a quelques incompréhensions, quelques difficultés à pointer du doigt. En tous les cas, par exemple, sur Marco Asensio, d'habitude, on sait que c'est plutôt le 9,5 dans ce début de Coupe du Monde, j'allais dire Euro, excusez-moi, qui va chercher les ballons, qui va les remonter. Là, vraiment, on le sent perdu, on ne comprend pas réellement quel poste il a aujourd'hui. Enfin, sur ce match, quoi, il n'a pas touché un ballon dans les 10 premières minutes. Voilà, il faut le dire. Il y a aussi une difficulté à pouvoir déstabiliser le milieu de terrain et la défense marocaine. Et donc, on a vu ça après une demi-heure de jeu, sachant qu'on joue avec 2-8, Pedri Gavi, et ben on va alterner leur poste. Pedri va prendre la place de Gavi, Gavi va prendre la place de Pedri. Peut-être que ça va pouvoir embêter les Marocains, les déstabiliser. Il y a aussi des difficultés côté espagnol sur ce match parce qu'on a un réel déficit de Yabari. On n'a pas un réel aussi attaquant en pointe de métier. Peut-être la présence d'un Navalro Morata dès le début de match aurait été judicieux. Mais l'entraîneur Luis Enrique a considéré que c'était un super sub au vu de ses rentrées fulgurantes. Parce que s'il serait titulaire, il aurait pu mettre de la présence dans la surface, fatiguer la défense marocaine et peut-être que ça aurait pu faire bouger. Aussi, il a une très bonne qualité de jeu en pivot, ça aurait pu déstabiliser ces Tunisiens, vraiment, ces Tunisiens, excusez-moi, ces Marocains bien en place. D'ailleurs, en voyant ce déficit de Diabari du côté espagnol, les Marocains ont analysé tout ça et puis au fil du match ont mis beaucoup plus d'impact dans les duels et forcément ça paye parce que quand il y a un déficit de gabarit d'un côté, si on est bousculé, c'est plus compliqué à mettre un jeu en place, surtout le jeu à l'espagnol. Donc on parlait un peu tactique là, etc. C'est cette première période vraiment et même l'ensemble du match, un match tactico-tactique avec peu d'occasions, on s'emmerde, vous m'excusez du mot. Un seul tir cadré en première mi-temps, il est marocain, 33e minute d'ailleurs. Et d'ailleurs, il intervient alors que les Espagnols se sont mis en difficulté à ce moment-là du match à jouer un peu à la baballe derrière et avec quelques déchets techniques. Bon, le premier corner aussi pour aller avec tout ça, il intervient à la 44e minute, il est espagnol. Sur la seconde période, on va encore plus s'embêter puisque on va voir des Marocains reculer de plus en plus, vraiment fermés et avoir dans l'optique d'aller chercher une prolongation et une séance de tir au but, à moins d'avoir une occasion en contre-attaque et ils ne s'en priveraient pas. Ils en ont eu, ils auraient pu d'ailleurs vraiment crucifier les Espagnols bien avant la fatidique séance de tir au but. Donc on va avoir des Espagnols qui ne vont pas trouver la solution pour mettre en difficulté le bloc marocain. Normal, pour le mettre en difficulté, ce bloc, il faut mettre beaucoup de vitesse, beaucoup de mouvement, ce que l'Espagne n'a pas fait du tout dans ce match, et surtout en deuxième période et en prolongation. D'ailleurs, on voyait que plus le match avançait, et à la fin du temps réglementaire et surtout en prolongation, des Espagnols évoluaient à 30 mètres des buts marocains. Ils mettent des longs ballons dans la surface, comme si on était mené et qu'on devait revenir à tout prix au score. On voyait des Marocains remporter les duels aériens malgré l'entrée d'Alvaro Morata, des Marocains vraiment héroïques. Et donc, la fatidique séance de tir au but était inévitable, il faut se l'avouer. Voilà, on s'est vraiment fait chier, comme je vous le dis, vous m'excusez du mot encore une fois, mais il faut le dire, entre une équipe vraiment qui joue au ralenti, on ne dirait pas qu'ils jouent en Coupe du Monde, on ne dirait pas que c'est l'Espagne, une équipe qui joue la défense, et c'est le jeu, elle n'était pas favorite sur le papier, qui va absolument jouer la séance de tir au but.
ben, on se fait évidemment chier. Voilà, c'est le jeu pour les Marocains, on ne va pas critiquer. J'aurais été à leur place, j'aurais fait pareil. Vous m'excusez du mot encore une fois. Voilà. Donc, pour prouver tout ce que je vous disais, découvrons quelques graphiques qui vont du coup justifier mes propos. Donc, niveau expected goal, 0,94 côté espagnol, donc ça montre bien la pauvreté du match, 0,58 côté marocain. Les temps forts, si on peut appeler ça des temps forts, ils ont été à l'entièreté à l'avantage des Espagnols, ou presque, durant les 120 minutes, à part un peu vers la 20e minute, et puis un gros temps fort marocain après la 35e minute jusqu'à la mi-temps. Voilà. On a eu un assez gros temps fort espagnol à 10 minutes de terme, autrement vraiment il n'y a pas eu réellement de gros temps fort avec beaucoup d'occasions. Il y a eu quelques déchets, des occasions ratées, mais pas tant que ça, malheureusement. Mais des énormes ratés, par contre il faut le dire. Les amis, je vous propose de découvrir le tableau de bord. Allez, c'est parti. Le tableau de bord, première partie, 22% de possession de balle pour nos amis marocains. On est à 68 côté espagnol, mais dominer n'est pas gagné, on le voit bien. 10% de situation de match, de temps perdu, entre guillemets. On était à 8-9 début Coupe du Monde, 10 à peu près, et puis après en fin de phase de groupe et au début de ces huitièmes de finale à plus de 10. On revient un peu dans les standings du début de Coupe du Monde. C'est quand même assez conséquent, hein. On perd plus de 7-8 minutes par match. Ça, c'est important, il peut se passer beaucoup de choses, on le sait. Surtout avec les Espagnols, Barça, PSG, 5 minutes la remontada, petite allusion. Bon, on va arrêter les petites plaisanteries. La suite du tableau de bord, mettez pause si ça vous intéresse le reste. Mais il n'y a que des euros, hein, il faut le dire, sur la suite. Donc 6 tirs côté marocain, 13 côté espagnol, un seul cadré côté espagnol, on voit la pauvreté du jeu espagnol, 3 côté marocain, qui se sont créés du coup plus d'occasions franches, il faut le dire, hein, que les Espagnols, on va pas se cacher. 3 tirs à l'intérieur, 3 tirs à l'extérieur pour les Marocains. Bon, ils vont pas tirer trop de l'extérieur, les Marocains, on sait qu'ils jouent en attaque rapide. Donc c'est pas le bon truc à faire. Pour les Espagnols, 9 tirs à l'intérieur de la surface, 4 à l'extérieur. Là, il y en a peut-être manqué côté espagnol pour déstabiliser le bloc marocain, faire sortir ce bloc de tirer un peu de loin, même si ça part 50 mètres au-dessus, 50 mètres à côté. Il suffit qu'une fois la frappe est cadrée et que ça fasse mouche, donc les Marocains auraient été obligés de sortir s'ils auraient tenté plus leur chance, les Espagnols de loin. La suite, un carton jaune de chaque côté, pas de carton rouge, vraiment étonnant cette Coupe du Monde au niveau des cartons rouges. Soit c'est vraiment les joueurs qui sont assez respectueux, soit c'est les arbitres qui sont gentils, je ne sais pas. 15 fautes concédées, 4 pour les Marocains, 14 pour les Espagnols, donc on voit vraiment c'est un match haché. Pas haché, hein, vous m'excusez, haché. Voilà, 4 hors-jeu pour les Espagnols, 5 pour les Marocains. Si on veut faire du jeu, d'habitude, c'est les équipes qui font du jeu qui peuvent se retrouver souvent en hors-jeu parce qu'on tente beaucoup. Là, franchement, c'est les Marocains alors qu'ils jouent plutôt en attaque rapide, ce qui peut être le cas aussi parce qu'on veut vite aller vers l'avant et on ne se préoccupe pas des positions. Niveau passe, 1041 passes. Je crois que ça doit être le plus haut total dans cette Coupe du Monde depuis le début. Côté espagnol, 967 réussis, on est à plus de 95%, on doit être à 94, je pense, peut-être pas 95 de passes réussites. On sait que minimum 90 pour espérer gagner. Je dis bien espérer, puisque là, les Espagnols n'ont pas gagné. 323 passes côté marocain, 229 réussis, donc on est à 85%. La barre des 90 n'a pas été passée et les Marocains se sont quand même imposés. Quoique, les tirs au but sont comptabilisés comme match nul dans les stats, il faut le préciser, tout comme les prolongations. Mais ils se sont quand même qualifiés, on retiendra que le qualifié. 27 centres côté espagnol, 10 côté marocain, 4 réussis côté marocain, 4 côté espagnol. 10 centres côté marocain, 27 côté espagnol, 4 centres réussis de chaque côté, donc du déchet. 4 renversements de jeu réussis côté marocain, 8 côté espagnol. Pourtant, on n'a pas réussi réellement à déstabiliser la défense marocaine alors qu'on a essayé de renverser le jeu et qu'on a réussi. C'est malheureux, bien tenté quand même. Ça fait un peu mentir quand même ce que je raconte là avec les renversements. 8 corners côté espagnol, 0 côté marocain. 18 coups francs côté marocain, 20 côté espagnol et pas de penalty dans le match. L'homme de ce match, c'est le héros marocain qui a sauvé plusieurs fois
dans les 120 minutes de son équipe, mais aussi qui est le héros de la séance de tir au but, 2 arrêts sur les 3 échecs espagnols, et sachant que sur l'autre échec espagnol, Yacine Bounou était sur la trajectoire. Bon, le tableau final actualisé, et on connaît l'intégralité des affiches des huitièmes de finale, avec Argentine, Pays-Bas, Brésil, Croatie d'un côté, et Maroc, Portugal, Angleterre, France de l'autre. Donc voilà, les Espagnols qui avaient été calculateurs, bah, de toute façon, ils rencontreront ni l'Argentine ni le Brésil. C'était leur volonté, bah, leur volonté a été exaucée. Et même leur dernière volonté a été exaucée, carrément, on va dire ça. Bon, on va pas rentrer, on va pas remuer le couteau dans la plaie, même si le mode calculateur en phase de groupe d'une compétition est pour moi assez logique, même si c'est pas très respectueux, c'est normal. Je vois rien de mal là-dedans, même s'il y a un petit manque de respect. Les amis, les tops et les flops, c'est tout de suite. Premier top, Yacine Bounou. Le gardien marocain a endossé plusieurs fois le costume de Salvatore alors que son équipe était au bord du gouffre, devenant par là même un héros pour tout un peuple. En effet, il a repoussé à de multiples reprises les assauts espagnols et est devenu un véritable héros lors de la fatidique séance de tir au but en sortant de pénalty et en étant sur la trajectoire sur le troisième raté. Bon, après le héros marocain, le meilleur gardien du championnat espagnol la saison dernière, voici une figure connue dans le championnat de France, le franco-marocain Romain Saïs, en deuxième top. L'ancien défenseur du SCO d'Angers peut être considéré comme l'un des véritables remparts des Lions de l'Atlas depuis le début du mondial. Encore une fois sur ce match, il a fait preuve de solidité, mais aussi de courage. Il a remporté énormément de duels et on l'a vu en prolongation, il n'a pas voulu laisser ses coéquipiers alors qu'il était souffrant. D'ailleurs, je me suis dit sur le DA qu'il est un peu fou quand même, parce que si c'est pas des crampes mais qu'il a réellement une gêne, il faudrait peut-être pas aggraver la blessure s'il y a un éventuel quart de finale. Bon, il y en aura un, et voilà, et c'était plus des crampes qu'autre chose. Mais il faut féliciter vraiment quand même ce joueur qui a vraiment été courageux comme l'ensemble de l'équipe marocaine. Le flop, il n'y en aura qu'un seul et c'est normal parce que c'est le match tout court. Si sur le papier le match pouvait être alléchant, il en fut tout le contraire dans les faits. En effet, avec des Espagnols insignifiants mais aussi peu inspirés, des Marocains regroupés voulant jouer les contres, le dénouement du match ne pouvait être connu qu'au terme d'une séance de tir au but. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Il faut l'avouer, on s'est un peu embêté dans ce match, c'est le jeu, les Marocains ont défendu et c'était le jeu, j'aurais fait pareil comme je vous l'ai dit. Et les Espagnols étaient insignifiants, on l'a compris d'entrée de jeu ou presque, que ce match sentait la merde, vous m'excusez du mot, et que la fatidique séance de tir au but était inévitable. En tous les cas, on va féliciter les Marocains. Les Espagnols s'arrêtent une nouvelle fois là, tout comme en 2018 si je m'en abuse. Voilà, allez, mettez un maximum de likes, abonnez-vous et commentez la vidéo. Et je vous dis, Kichel Pali, à la prochaine. Salut, on se retrouve pour les quarts finales.